« 1978. Le Québec passe au vert. Les terres agricoles vont être protégées contre les spéculateurs. Une loi révolutionne le monde agricole. » Ici Anne-Marie Dussault, bienvenue à Tout le monde en parlait. Dans les années 70, le garde-manger des Québécois est menacé. Les meilleures terres cultivables sont la proie des spéculateurs et disparaissent à vue d'œil. Le patrimoine agricole doit être sauvé. Et il le sera grâce aux convictions d'un homme qui a imposé un virage vert quand il était encore temps. Il s'est même battu pour l'adoption d'une loi sur le zonage agricole. Voici l'histoire d'une révolution verte. Au début des années 70, pendant que Donald Lautrec chante l'agriculture devant un public en délire, dans la rue, les agriculteurs crient famine. On se promène pour en avoir un peu pour pouvoir vivre, hein? Essayer de faire valoir nos droits. Ça va crever de faim. Si on avait un prix raisonnable pour notre produit. Nos produits vous les donnent. Si ça continue, là, on voit bien qu'en affaire à faire, nous autres, ça va être de laisser nos terres et s'en aller en ville. À cette époque-là, c'était humiliant d'être cultivateur. Quand un gars dit, vous dites, qu'est-ce que vous faites? Je suis cultivateur, je vous dis qu'il pète pas le feu, là. Il est quasiment gêné de l'avouer. Le député de Lévis, M. Jean Garon, sera ministre de l'Agriculture. En novembre 1976, René Lévesque confie à Jean Garon, un jeune avocat de 38 ans, une mission complexe et délicate, car l'agriculture ne pèse pas lourd contre le développement urbain. Le zonage agricole est devenu plus urgent que jamais. Les grands chantiers des années 60 et 70 attirent la main-d'œuvre en ville. Les banlieues poussent comme des champignons. La ville s'étend partout et n'importe comment. C'était un free-for-all. C'était comme le Far West. Le monde arrivait à faire ce qu'il voulait au Québec. Il n'y avait rien qui était contrôlé, rien qui était réglementé, puis de sorte que les terres étaient dilapidées, tout simplement, véritablement. Il y a des années qu'on réclame une loi sur le zonage agricole. Le comité compte déjà 150 personnes et il nous reste maintenant à alerter le public, alerter l'opinion, alerter aussi le gouvernement qui se hâte à présenter un projet de zonage agricole des terres arables. En 1974, Normand Toupin, le ministre libéral de l'Agriculture, a été le premier à amener le dossier devant le Conseil des ministres. Peut-être pas avant les vacances de Pâques, mais nous prévoyons sans doute avant les vacances d'été et au plus tard, en tout cas au début de la session d'automne. Mais vous savez, c'est une loi qui est très complexe, hein, puis qui impliquait plusieurs ministères. Je n'ai pas besoin de vous dire qu'il y avait des ministères qui entraient à reculons un peu dans un projet comme celui-là. Je pense au ministère des Affaires municipales, par exemple. Au Québec, 98 % du territoire n'a aucun potentiel agricole. Même si on sait qu'à peine 2 % des terres sont cultivables au Québec, les députés libéraux craignent qu'imposer le zonage agricole soit trop risqué politiquement. J'avais l'impression nettement d'être seul à mener le projet. Ni Normand Toupin, ni Kevin Drummond, qui lui succède en 1975, n'arriveront à convaincre la majorité de leurs collègues libéraux. Je pense que ça va prendre davantage de temps d'avoir une loi définitive sur le zonage agricole. Ce qui fait dire aux agriculteurs et à Paul Couture, le président de leur syndicat, l'UPA, que c'est un manque de volonté politique. Pourquoi qu'on a tant de misère à passer ce problème-là, cette loi-là? Bien, il faudra regarder dans les hommes politiques où sont les courants d'influence.
Le pourquoi exactement, moi, je ne sais pas. M. Bourassa le sait plus que moi. Mais j'ai nettement l'impression que ça favorise certainement pas les spéculateurs une loi de zonage agricole. Imposer le zonage agricole, c'est dans l'esprit des grands spéculateurs terriens brimer leurs droits de propriété. Monsieur Jean Garon. L'arrivée de Jean Garon marque un point tournant. Le zonage agricole devient sa priorité, même plus, un enjeu de société. Moi, mon rêve, c'est que ce soit les cultivateurs du Québec qui nourrissent la population du Québec. Et ce qui comptait plus pour moi, c'était l'autosuffisance. Pour moi, le zonage agricole, c'est un moyen. Protéger les terres pour qu'on puisse réussir l'autosuffisance. C'est ça, moi, qui était le plus important. Alors que 57 % des aliments qu'on consommait venaient de l'extérieur, il fallait repenser l'agriculture, la soutenir et protéger les sols arables. Surtout que les meilleurs sols étaient autour de Montréal, où la pression urbaine était la plus forte. C'est un outil qui va nous permettre de planifier pour l'avenir, d'améliorer le genre de culture qu'on fait, de planifier, en fin de compte. C'est très important. Pour réaliser le zonage, Jean Garon va s'inspirer d'une méthode écartée par les libéraux, les périmètres urbains et agricoles. La ville se bâtirait en ville, pas dans les champs. Jacques Landry, depuis les 30 dernières années... Jacques Landry, qui est à l'époque haut fonctionnaire à l'agriculture, devient responsable de déterminer avec son équipe où commenceront les zones agricoles et où s'arrêteront les villes. On allait visiter le terrain pour voir justement s'il y avait des infrastructures déjà là sur le terrain. Chaque rue, chaque lot à proximité, effectivement, de la ville, puis chaque lot en campagne était visité. Toute l'équipe de Jacques Landry doit travailler dans le plus grand secret pour éviter la spéculation sur les terres. On était carrément à l'extérieur du ministère, donc on était incognito dans un édifice du centre-ville, parce que là, même si on ne connaissait pas encore le contenu précis ou exact de la loi, il est important que tout ce que l'on faisait ne puisse pas être accessible à qui que ce soit. Mais on sait où on s'en va, mais on ne peut pas en dire trop d'avance à cause Ce qui veut des dire qu'il spéculatifs. va falloir vous surveiller au cours des prochains mois, voir mesure par mesure ce qui va se passer, c'est ça? Je le dis tranquillement. Les ébauches de cartes de zonage, inspirées de cette carte des sols, sont loin de faire l'unanimité à l'interne. Il y a un refroidissement de l'enthousiasme comme ça lorsqu'on déroule les cartes. La couleur était inappropriée. On l'a réalisé par la suite. Elle était d'une couleur brune et la carte était à l'échelle de 1,50 millième. On a dû revoir toute la présentation des cartes. Et le vert, donc, est devenu la zone agricole. Et ensuite, le blanc est devenu la zone à urbaniser. Et c'est devenu courant dans le langage populaire. On parlait de la zone verte et de la zone blanche. Pour mesurer les failles possibles de son projet de loi, Jean Garon le soumet à huis clos aux questions les plus rébarbatives de ses collègues. Ce qui était complexe, c'était d'imaginer toutes les situations dans lesquelles le projet de loi sur la protection des terres agricoles toucherait les citoyens, puis de quelle façon les problèmes seraient réglés. Tout le monde était touché. Donc, c'était majeur de trouver la bonne ligne à la bonne place et qu'elle soit, qu'elle ait valeur juridique. C'était un grand défi. Je ne voulais pas que la loi soit testée dans les tribunaux, puis que les tribunaux disent qu'elle est mal faite. Mais 18 mois ont passé depuis l'élection du Parti québécois et on n'a toujours pas de projet de loi. Le chef de l'opposition libérale, Gérard Delévesque, ne manque pas de le relever. Ils nous disent quelles sont les difficultés qui rendent ce projet de loi si difficile aujourd'hui et qui était si facile alors qu'ils étaient dans l'opposition. Monsieur le Premier ministre. Comme dirait mon collègue de l'agriculture dans son style bien connu, essentiellement, c'est bien simple, mais quand vient le moment de le faire, c'est compliqué. L'agriculture, pour durer, aura besoin de sol. Au milieu des années 70, 800 000 acres de terre sont sous spéculation. C'est l'équivalent de 8 fois l'île de Montréal. 400 000 acres appartiennent à des étrangers.
Des terres souvent laissées en friche par les spéculateurs en attendant que la ville frappe à leur porte. 30 de nos sols appartiennent à des non-agricoles et des capitaux étrangers. Allez acheter des terres dans Varennes, vous allez les acheter sur le marché financier de New York. L'urgence d'une loi pour protéger les terres agricoles est indéniable. Pour donner suite à un autre engagement formel qui est particulièrement important pour l'avenir. Le gouvernement péquiste l'a promis avant la fin de l'année 78. Je savais que c'était difficile, ça serait compliqué. Ça serait très difficile. Il y aura beaucoup d'adversaires. En septembre 78, Jean Garon part en tournée vendre son projet de zonage agricole au monde municipal et rural. La possibilité d'acquérir des espaces agricoles, même hors des limites actuelles de Saint-Hyacinthe, doit rester possible. Si on ne regarde pas les terres de Sainte-Rosalie, Saint-Thomas-d'Aquin, la Présentation, jusqu'autour de Saint-Hyacinthe, quelle terre vous pensez qu'on devrait garder? Ça fait 10 ans qu'il y a des promesses pour une loi de zonage agricole. Il y en a qui sont pas mal placés les pieds dans la région actuellement. Ça va être assez difficile de les enlever. Les spéculateurs, j'entends. Pourquoi les spéculateurs ne montent pas aux barricades pour dénoncer le zonage agricole? Parce que ça ne sera pas politiquement vendable facilement. Les gens savent bien que ces gens-là veulent faire une pièce. Il n'y a rien de mal à vouloir faire une pièce. Sauf qu'ils vont faire une pièce au détriment d'un objectif important de la société. Le résultat de la consultation est un point tournant majeur. Ça passe ou ça casse. M. Garon était devenu comme un caterpillar, donc il y avait le vent dans les voiles, il devenait une machine qui était inarrêtable. Le 9 novembre 78, Jean Garon dépose le projet de loi 90. Le soir même, les transactions sur les premières terres visées par le zonage dans la plaine du Saint-Laurent sont gelées. Pour les villes comme Laval, le réveil est brutal. Un bon matin, j'ouvre la presse et je me rends compte que certains fonctionnaires à Québec ont peinturé Laval en vert pour au moins 50 %. Laval se retrouve avec une zone verte beaucoup plus grande que ce qu'elle prévoyait dans son plan d'urbanisme. Elle voit du coup ses projets d'expansion freinés. Nous avons investi des centaines de millions en infrastructures dans la zone centrale. Or, si en cours de route, on change les règles du jeu et on nous dit maintenant c'est la population d'aujourd'hui qui va payer strictement pour ces infrastructures-là pour être capable de sauver quelques terres agricoles, je pense que c'est préjudicié. Alors, évidemment, c'était une espèce de petit affrontement. On n'était pas en révolution, mais on voulait dire au gouvernement qu'on pouvait s'occuper de nos affaires. Jusqu'où Laval doit payer pour nourrir Montréal? En commission parlementaire, Laval et d'autres villes touchées par le zonage vont défendre un élargissement de leur zone blanche. Les conseils de comté craignent en plus que la commission chargée d'administrer la loi mine leur pouvoir. Nous, ce qu'on veut, c'est d'être consultés, c'est de sauvegarder nos juridictions. Dans les petits villages comme Saint-Charles-sur-le-Richelieu, où on s'était battu pour implanter du zonage agricole municipal, la loi de Jean Garon a ses avantages. J'aurais besoin du gouvernement, moi, là. Parce qu'on a des bons règlements de passé, puis là, nos adversaires vont essayer de les détruire. Les maires de municipalités rurales n'avaient pas aucun instrument, il n'y avait pas de service d'urbanisme, ils ne pouvaient pas lutter contre les spéculateurs. Donc, ils étaient à la merci des spéculateurs, tandis que là, on leur offrait un instrument d'opposition, on leur disait « ces zones agricoles ». 360, 365, 360 prix, 360, sol vendu, 360, volet. À un moment donné, s'il arriverait à une bad luck, de connaître des mauvaises années comme qu'on a connues, puis le gars, s'il y a de la machinerie ou de l'investissement à faire, il peut vendre un terrain sans que ça le recule dans l'agriculture, puis ça ne le dérangera pas plus. Ça n'enlèvera pas de quoi pour cultiver. Ça serait un terrain de 200 pieds par 150. 2,15, 2,20, 2,15. Mais les spéculateurs ne sont pas tous des étrangers. Ce sont aussi des notables locaux et des agriculteurs. Pierre Godette en a connu plusieurs. À l'époque, il était deuxième vice-président de l'UPA. La très grande majorité des agriculteurs étaient pour le zonage, mais il y avait plusieurs agriculteurs qui étaient en bordure des villes, où la ville était rendue à clôture d'à côté, qu'eux autres, là, il y avait l'espoir de l'ouverture d'une prochaine rue pour que le camion argent recule dans le cours pour vendre leur sol pour des fins de construction. Eux n'étaient pas d'accord avec la loi sur le zonage agricole. Au sein du cabinet,
Jean Garon va pouvoir compter sur le support de Guy Tardy aux affaires municipales et sur celui de Jacques Léonard à l'aménagement du territoire, bien qu'il ne partage pas entièrement les vues de son collègue. Gilles Léonard, lui, avait une façon de voir les choses un peu différente. Il aurait voulu que la loi qui chapeaute tout ça soit la loi sur l'aménagement. Moi, je disais, moi, je pense que ça ne marchera pas si on a une qui chapeaute l'autre. Au fond, je dis, on est condamnés à vivre comme deux rails de chemin de fer, qui sont aussi nécessaires l'un que l'autre, mais qui se touchent jamais. Pour en savoir plus sur le zonage agricole ou pour revoir cette émission, consultez notre site radiocanada.ca/parler. En décembre 1978, la grogne autour de la loi sur le zonage agricole continue. Les constructeurs prédisent un retard dans les futurs chantiers, même une hausse du prix des maisons et des terrains. Au congrès annuel de l'UPA, le président Paul Couture rappelle que son appui à la loi n'est pas inconditionnel. Il faudra en parallèle instaurer des programmes pour développer l'agriculture. Parce que la seule raison valable pour zoner des terres agricoles, il faut les rendre en production. Parce que zoner des terres agricoles pour les garder en frais, laissons-la de même, faisons des pistes de skidoo, faisons des traits d'équitation. Parce que ça fera vendre des chevaux. À l'Assemblée nationale, l'opposition officielle crie au vol des propriétaires terriens. Je trouve un vol manifeste de la part du gouvernement péquiste envers les cultivateurs. Je dis que les cultivateurs se font littéralement voler. Lorsqu'il a présenté son projet de loi, il a parlé de ce principe de l'autosuffisance. Mais tout cela, tout ce qu'il y a derrière ça, c'est simplement cette politique qui vous traumatise. C'est la politique du séparatisme. Et il n'y a pas grand monde, à moins d'être complètement décroché de la réalité rurale, de la réalité urbaine, de la réalité tout court du Québec. Il n'y a pas grand monde qui sont contre l'autosuffisance, à l'exception du Parti libéral. 2 ans après son élection, Jean Garon est sur le point de réussir à faire adopter une des lois majeures du Québec. Et quand vous sentez que votre rêve va se réaliser, qu'un gouvernement y croit, qu'une population y croit, c'est magique, c'est merveilleux. Pour finir de vendre à l'Assemblée nationale son projet de loi sur la protection des terres agricoles, le ministre Jean Garon s'est fait tour à tour politicien et conteur. À la toute fin du débat, on aurait cru entendre, dans les années de la colonisation, le curé Labelle. Le bon Dieu qui disait, j'ai donné 1 talent, 5 talents ou 10 talents. Il y avait celui qui les avait fait profiter, ces talents. Il y avait celui qui les avait enfouis dans le sol. Ben, prendre ces terres agricoles pour mettre de l'asphalte par-dessus, mettre des maisons par-dessus, les gaspiller, c'est un peu détruire ses talents. Le 22 décembre 1978, Jean Garon soumet enfin sa loi au vote final. Alors, j'appelle maintenant le vote sur la motion de 3e lecture du projet de loi numéro 90, loi sur la protection du territoire agricole. Est-ce que cette motion de 3e lecture sera adoptée? Sur division, Monsieur le Président. Sur division. Oui, adopté. Des décrets successifs vont permettre à terme de zoner tout le Québec agricole. Les villes, dont Laval, vont renégocier souvent avec succès une réduction de leur zone verte. Effectivement, on est passé de 50 à 33 %. Et ça, je pense qu'on a retrouvé l'équilibre. On peut porter des jugements aujourd'hui, savoir si c'était une bonne idée ou pas une bonne idée. Pour le monde du temps, c'était une bonne idée. Puis ça a permis à l'agriculture de se mettre sur la carte, d'être sur la carte. Il est devenu le ministre de l'Agriculture le plus populaire dans le milieu urbain à cause de cette grande capacité, donc d'expliquer simplement les choses dans des mots qui conviennent à tout le monde. À son départ en 1985, Jean Garon avait gagné son pari. L'autosuffisance alimentaire du Québec avait presque doublé dans certains secteurs. Politiquement, il avait gagné sur toute la ligne. D'ailleurs, moi, je pense que le succès de l'élection de 81, c'était un peu à cause de ça. En dehors de Montréal, là, ça va regarder les comtés qui ont changé et ont viré péquistes à cause de la protection des terres. Moi, on m'avait prédit ma mort politique à ce moment-là, à plusieurs reprises. J'avais dit, Garon, il va faire du zonage agricole, il y a un mandat de René Lévesque, mais ça va être son suicide politique, ça va.
même s'il a été contesté dans bien d'autres dossiers agricoles. Jean Garon restera dans l'imaginaire collectif le ministre de l'Agriculture au Québec. À cause de la loi, vous croyez? Non, parce qu'il chante que j'aimais les cultivateurs. Et c'est ça, parce que vous étiez sincère? C'est ça oui. qui est resté? Je pense ça. Dans l'engagement que vous aviez? Oui. « 30 ans après l'adoption de la loi sur le zonage agricole, on peut conclure que l'agriculture a connu un essor considérable. Mais la menace persiste. Entre 1994 et 2004, la zone verte a perdu l'équivalent de la superficie de l'île de Montréal. Et ce n'est pas fini. La pression du développement urbain est très forte. Les routes et les centres commerciaux continuent de gruger les bonnes terres agricoles, surtout dans la région de Montréal. Quelqu'un qui tire le yacht par la queue depuis X années, des fois depuis 2-3 générations, puis qui dit là, on a probablement l'outil qu'il faut pour s'en sortir. À vous penser ce que ça peut faire dans la tête d'une famille d'agriculteurs, ça? Moi, dans mon esprit, la protection des terres, l'indépendance du Québec, l'autosuffisance, c'est la même chose.